Monsieur ça, qu'on a regardé la relève Frédéric Thomas. Lycée en Belge, un docteur en sciences politiques et lycée tout chargé d'études au centre tricontinental dans le pays Belgique. En 2012, Frédéric Thomas a recevoir le prix quinquennal de l'essai de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Dr Frédéric est auteur de plusieurs articles et plus d'une vingtaine de livres qu'il écrit sous pays du studio, particulièrement sous pays d'Haïti. Donc, son citoyen qui comprend l'histoire et situation actuelle pays d'Haïti très bien. Parmi les livres que Dr Frédéric écrit, nous avons cité quelques titres, tant que Anticolonialisme, point de vue du Sud, qui est un livre qu'il écrit dans l'année 2023. Il y a un autre livre qui est titré Multinational, en finir avec l'impunité, qui est un livre qui a été publié en 2022. Et tout, nous avons cité un autre livre qui est titré L'échec humanitaire, le cas haïtien, et un livre qui a été sorti en 2012. M'a profité de moment ça pour m'inviter sur tout le monde qui pas connaît Frédéric Thomas pour aller lire quelques livres Frédéric Thomas écrit sur Haïti. Malgré manque de disponibilité, Dr Frédéric a accepté un entretien sur la situation actuelle pays d'Haïti, particulièrement sur le régime de sanctions que l'ONU prend contre certaines personnalités politiques en Haïti et également le retour de Guy Philippe dans un contexte pareil dans le pays d'Haïti. En pile cause de parler, mais bien avant moi passer avec entretien, m'a conseillé nous regarder vidéo jusqu'à la fin parce que tout de suite après entretien, nous avons une annonce importante qu'on a fait avec communauté Pisla et fanatique Dieu Vincent Dieudonné. Déjà, moi c'était une bonne audition. À tout à l'heure. Alors, Monsieur Frédéric, tout d'abord, je tiens à vous dire merci. Je vous demanderai si vous pouvez vous présenter brièvement pour nous, s'il vous plaît. Oui, donc bonjour, je suis Frédéric Thomas, je suis chargé d'études au CETRI, le Centre Tricontinental, une ONG, un centre de recherche basé à Louvain-la-Neuve en Belgique, qui travaille sur les rapports Nord-Sud. Et au cours de ces dernières années, j'ai été amené à me rendre régulièrement en Haïti et à travailler sur Haïti. Je suis aussi docteur en sciences politiques. Parfait. Récemment, il y a l'ONU, en fait, l'organisation des Nations Unies qui vient de sortir un rapport sur un ensemble de dirigeants en Haïti. Alors, être sanctionné par l'ONU veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il y a d'autres personnalités publiques dans le monde qui ont été sanctionnées par l'ONU? Si oui, quelles ont été les conséquences pour ces personnes? Oui, ben alors, d'abord pour préciser, à l'heure actuelle, il n'y a seulement en Haïti que Jimmy Cerisier qui est sanctionné. Le rapport est une proposition est un rapport d'étude sur l'état des lieux en Haïti avec toute une série de personnes qui sont pointées pour des hommes d'affaires, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires pour corruption, pour financement ou instrumentalisation des bandes armées, mais ces personnes-là ne sont pas encore sanctionnées. Les sanctions des Nations Unies, de l'ONU, elles ont été mises en place en 1966 et au cours des premières années, jusqu'au plus ou moins des années 2000, c'était des sanctions globales qui visaient tout un pays. Mais ça a été assez critiqué du fait qu'elles ne faisaient pas la différence entre les populations civiles et les gouvernements ou les responsables qu'on voulait sanctionner. Et normalement, ça a eu des effets quand même très néfastes pour les populations, notamment en Haïti dans les années 90 et en Irak. Donc depuis les années 2000, on a ce qu'on appelle des sanctions smart, donc intelligentes, plus ciblées sur des personnes. À l'heure actuelle, il y a 15 régimes de sanctions. La plupart sont en Afrique et au Moyen-Orient. Les deux autres régions, c'est la Corée du Nord en Asie et maintenant Haïti en Amérique latine. Alors, ce sont des sanctions qui visent, on les appelle intelligentes parce qu'elles sont ciblées, elles visent des personnes et en général, elles sont de 3 ordres. C'est d'abord, l'interdiction de voyager pour ces personnes-là, de se rendre dans les pays membres des Nations Unies. 2, le gel des avoirs. Donc, c'est à la fois les comptes bancaires qu'elles sont à l'étranger, mais aussi les immeubles, aussi les éventuelles voitures, bateaux sont gelés, sont pris par les États. Et enfin, c'est un embargo sur les armes. Donc, si ces personnes qui sont dans ce rapport du comité d'experts qui est proposé à l'ONU pour être sanctionnées, si ces personnes-là sont sanctionnées, si elles ont des comptes en banque aux États-Unis, au Canada et ailleurs, ces comptes en banque devraient être gelés, elles ne pourraient pas se déplacer dans ces pays-là,
et elle ne pourrait pas, toute personne qui aurait des transactions financières avec ces personnes risquerait elle aussi de tomber sous le couvert de ces sanctions. Monsieur Frédéric, récemment, vous avez publié un article dans les tribunes du journal Le Monde. Le titre s'intitule, c'est Haïti, l'engagement de l'ONU cache mal les limites et les contradictions de la diplomatie internationale. Donc, dans cet article-là, vous avez parlé d'un délai demandé par différents membres du Conseil de l'ONU afin de vérifier ces accusations avant d'inclure ces personnes dans la liste de sanctions. Est-ce que vous avez une idée de quels pays membres s'agit-il qui ont demandé ce délai-là? Et selon vous, si jamais, est-ce que vous savez pourquoi exactement ces pays ont demandé un délai avant d'inclure ces personnes dans la liste des sanctions? Non, malheureusement, il y a un manque de transparence, donc on ne sait pas, on en est réduit à des hypothèses, on ne sait pas quels sont les États membres qui ont demandé ce délai. On ne sait pas les échéances précises. On pensait que déjà fin novembre, il y aurait le régime de sanctions serait appliqué, ce n'est pas le cas. Donc les hypothèses qu'on peut avoir, donc il y a un comité d'experts de 15 membres qui est présidé par un monsieur gabonais jusqu'à la fin de cette année, et qui fonctionne par consensus. Donc, on suppose que pour qu'il y ait consensus, et qu'il faut qu'ils s'accordent sur la liste des noms des personnes sanctionnées, et que comme il y a plusieurs personnes qui sont haut placées, ça peut être des questions sensibles, notamment je fais référence à Michel Martelly, l'ancien président haïtien. Et donc, on suppose qu'il y a des discussions pour s'assurer qu'on ait tous les éléments pour se mettre d'accord sur une liste de noms, et qu'une fois cette liste de noms soit acceptée, que les États fassent le nécessaire. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dresser les noms, il faut aussi s'assurer que ces sanctions seront appliquées. Et pour qu'elles puissent être appliquées, il faut un consensus. Donc, on revient là. Mais donc, à ce stade, c'est déjà le régime de sanctions, il a été adopté il y a plus d'1 an, en octobre 2022. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule personne, donc Jimmy Cherizier. Il y a plusieurs autres personnes qui sont dans le collimateur. On attend que ces personnes-là soient sanctionnées au plus vite. Mais encore une fois, ça relève au-delà de la technicité du dossier. Il y a des enjeux politiques. Le fait d'avoir l'ancien président Martelly, l'ancien Premier ministre M. Lamotte et d'autres hauts personnes placées, ça renvoie quand même aussi une image non seulement négative de la classe politique en Haïti, mais des soutiens aussi de la complaisance de la communauté internationale qui a soutenu, voire qui a imposé ces hommes politiques à la tête de l'État haïtien. Michel Martelly et Laurent Lamotte, ce sont deux anciens responsables de la plus haute fonction de l'État. Le Canada, a pris des sanctions contre Michel Martelly, également Laurent Lamotte. Les États-Unis voulaient faire pareil, mais les États-Unis ont pris seulement sanctions contre Laurent Lamotte, mais pas contre Michel Martelly. On se demande pourquoi il y a cette différence entre les deux dans cet aspect. Oui, là encore, on en est réduit à des hypothèses. La difficulté, c'est que le manque de transparence génère une certaine défiance, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il n'y a pas à nouveau des enjeux politiques, voire politiciens, qui interviennent par le fait qu'on cible certaines personnes et pas d'autres, notamment Michel Martelly. Cette défiance, elle est aussi, outre la question de transparence, elle est aussi appuyée, accentuée par le fait que ça fait des années que des organisations haïtiennes dénoncent M. Lamotte, M. Martelly pour leur corruption. Et donc, tout laisse à penser que le Canada a sanctionné, par exemple, Martelly et M. Lamotte, pas sur la base de scoops, de nouvelles informations, mais d'informations qu'elles détenaient déjà, mais qu'ils n'ont pas voulu appliquer. Et même chose pour les États-Unis. L'hypothèse, c'est que les États-Unis savent très bien ou ont des éléments leur laissant à penser que Michel Martelly est impliqué dans des affaires de corruption, notamment l'affaire Petrocaribé. Il faut savoir que la majorité des fonds détournés de Petrocaribé se sont faits sous la présidence de M. Martelly. Et donc, c'est plus une question d'opportunité politique qui freine ou pas, ou accélère la mise de ce nom-là, de M. Martelly, sur la liste des sanctions. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que
Donc, il peut y avoir des différences, même s'il y a un bloc des États-Unis, du Canada, ou un alignement des différents pays de la communauté internationale sur les États-Unis, il peut y avoir des divergences internes. Maintenant, il faut savoir que même si, à un moment, les États-Unis ont pu soutenir Martelly, ils ne sont pas attachés spécifiquement à la personne. Ce que les États-Unis veulent, avant tout, c'est un gouvernement qui puisse contrôler, peu importe finalement, contrôler un gouvernement haïtien, donc peu importe finalement qui est à la tête de ce gouvernement, du moment que ce gouvernement-là assure un certain statu quo, ça leur convient. Et donc peut-être que Martelly à un moment a pu remplir cette tâche, où Washington espérait que Martelly pouvait remplir cette tâche, mais qu'à l'heure actuelle, au vu de son discrédit, de son implication dans trop d'affaires de corruption, elle n'est plus la personne qui convient, et donc les États-Unis pourraient très bien lâcher cette personne et ne pas s'opposer à ce qu'elle soit mise sur la liste de sanctions. Ouais. Merci. Récemment, il y a un article que je suis tombé dessus. C'est un article de l'Institut américain. C'est un institut américain qui s'appelle Center for Economic and Policy Research, qui a publié un article en 2016 dans lequel ils ont expliqué comment, en fait, des anciens dirigeants d'Amérique, des États-Unis, comme Bill Clinton, ont fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour pour faciliter à Michel Martelly de remporter les élections de 2011. Nous nous demandons comment est-ce qu'en 2011, l'ONU, Bill Clinton et d'autres personnalités de la communauté internationale ont tout fait pour imposer Martelly. Et puis en 2023, juste quelques années après, il y a un rapport de l'ONU qui sanctionne ces pays-là, et ces personnes-là, pardon, ces personnalités. Alors, on se demande qu'est-ce qui explique qu'en 2023, Michel Martelly, qui était un protégé du système, son nom se trouve dans un tel rapport des experts de l'ONU. Oui, mais ça, c'est à nouveau, je pense, des contradictions à la communauté internationale, d'une part, et le fait que le soutien de la Maison-Blanche à tel ou tel homme politique en Haïti est malgré tout un soutien pragmatique. Ils ne sont pas attachés à la figure de Martelly, pas plus qu'ils ne sont attachés à Ariel Henry, ils sont attachés à la fonction que a rempli Michel Martelly, que remplit actuellement Ariel Henry, en empêchant toute alternative, en muselant l'opposition, etc. Mais ils sont prêts à passer à une autre personne si cette personne-là remplit le rôle qui lui est assigné, qui est celui d'aligner la politique haïtienne sur la Maison-Blanche, Washington. Donc ça, c'est d'une part le soutien, toujours un soutien pragmatique qui n'est pas spécifiquement attaché à une personne, même si ponctuellement elles peuvent appuyer tel candidat, elles peuvent par après se retourner vers un autre candidat si celui-ci convient mieux. D'autre part, c'est les contradictions internes à la communauté internationale. Je pense qu'à la fois la communauté internationale ne cesse d'appeler à une solution haïtienne, en même temps elle ne cesse de court-circuiter cette solution en intervenant, en pratiquant une ingérence régulière, sinon systématique de la part de Washington. Et en même temps, Washington aimerait bien, je pense, idéalement quelqu'un de moins corrompu que Martelly à la tête de l'État haïtien. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent se retourner contre Martelly. Le problème, la contradiction dans laquelle ils sont, c'est que apprendre quelqu'un d'honnête, mais qui n'est pas corrompu, mais qui ne va s'opposer au contrôle des États-Unis, de Washington, ou quelqu'un de corrompu, mais qui va suivre la politique de Washington, finalement, ils préfèrent quelqu'un de corrompu. Et donc ça, c'est la contradiction. Maintenant, sur Michel Martelly, il a été soutenu, il a été vu d'un bon œil pour mettre en place une ouverture du marché, une accélération de la libéralisation du pays. Et donc, ce qu'il a fait en partie, mais il s'est engagé quand même très loin. Tout laisse à penser que les formes de corruption, de captation des ressources de l'État se sont accélérées, se sont débridées. Et ça a un effet contre-productif parce que ça crée une crise telle qu'aujourd'hui, il y a une instabilité très grande qui menace y compris les États-Unis. Donc, les États-Unis ne sont pas à une incohérence près. Ce qui compte, ce qui prédomine leur stratégie globale, c'est de pouvoir avoir un contrôle sur ce qui se passe en Haïti,
le gouvernement haïtien bloque la migration vers les États-Unis et continue à assurer le statu quo en termes économiques, géopolitiques et stratégiques. Et donc c'est ça qui compte au-delà de telle ou telle personne que les États-Unis peuvent soutenir à un moment donné et qu'ils lâcheront un autre s'ils peuvent avoir un autre levier, un autre relais sur place qui leur convient mieux. Parce que ce qui les intéresse, c'est la fonction, ce n'est pas une personne particulière. Mais en fait, ça m'amène à poser cette question. Pourquoi les États-Unis veulent avoir un contrôle en Haïti? Est-ce que c'est plutôt géopolitique ou plutôt il y a d'autres intérêts que nous, les Haïtiens, nous ignorons? Oui, côté Haïti, on parle souvent d'éventuelles ressources naturelles, etc., qui pourraient justifier l'intérêt, la curiosité des États-Unis. Je suis assez sceptique parce que je pense que ce que les États-Unis montrent, c'est que pour elles, la mer des Caraïbes, c'est la mer intérieure. Et donc, ils estiment qu'ils ont un droit de regard sur les pays dans ces régions-là. Haïti se trouve entre le Cuba et le Venezuela, ce qui rajoute un intérêt géostratégique. Il y a l'inquiétude de voir arriver des migrants en provenance de Haïti. Mais plus largement, il y a aussi la volonté encore une fois, que Haïti serait dans le précaré, entre guillemets, états-unien, ce qui donne aux États-Unis non seulement un droit, mais un devoir de contrôler un peu ce qui s'y passe. Et cela suffit pour justifier, aux yeux de la Maison-Blanche en tout cas, l'ingérence qu'elle développe depuis longtemps en Haïti. Oui. Alors, parlons encore un petit peu de la sanction ou des sanctions de l'ONU. Il y a certains Haïtiens, certains journalistes même d'Haïti, qui affirment que Michel Martelly, ancien président d'Haïti, a la nationalité américaine. Donc, alors, la question qu'on se pose, les citoyens, on se demande si après la vérification des experts en fait, de l'ONU concernant le rapport, ils ont pu trouver qu'effectivement, tout ce qui sont dits dans les rapports sont vrais, à savoir que Michel Martelly est à la base de la création de plusieurs groupes armés et participe dans la corruption. Si effectivement Michel Martelly, de l'autre côté, il a la nationalité américaine, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Est-ce qu'il va perdre cette nationalité et que les États-Unis vont le déporter en Haïti, ou bien est-ce que les États-Unis il va toujours garder sa nationalité, mais les États-Unis, la justice américaine va le condamner comme si c'était un citoyen américain normal? Oui, donc encore une fois, il s'agit d'un régime de sanctions onusien et pas d'un procès, pas d'un jugement. Donc le fait que Martelly soit de nationalité états-unienne ou non n'importe pas dans le régime de sanctions, puisqu'il suffit qu'il ait des comptes en banque, des immeubles, des voitures, des bateaux, des biens aux États-Unis, pour que ceci puisse être confisqué indépendamment de sa nationalité. Maintenant, s'il y avait une volonté politique des États-Unis, le fait que Martelly ait la nationalité, s'il s'avère qu'il ait bien la nationalité des États-Unis, il pourrait la justice américaine pourrait prendre son cas et l'attaquer en justice et mener une enquête sur lui. Ça, c'est la deuxième étape, mais elle est relativement indépendante des sanctions. Les sanctions, c'est par rapport à ses déplacements, le gel de ses avoirs, etc. Pour enclencher une procédure judiciaire qui serait assez logique si Martelly rentre dans la sanction, le fait qu'il ait une nationalité états-unienne donnerait un droit de regard à la justice américaine et donc pourrait entraîner de fait un procès, une enquête, en tous les cas, une mise en cause de Michel Martelly. Très bien. Alors, Haïti se trouve dans une situation très chaotique. Il y a des années de cela, et vous, dans plusieurs articles, vous avez signalé de cela. Mais en regardant ce qui se passe actuellement dans le monde, où il y a l'émergence de certains pays du Sud, qu'on appelle globalement pays du Sud, il y a la montée en puissance économique des pays BRICS, en particulier la Russie, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. Donc, tout ceci nous donne l'impression que l'idée de monde multipolaire s'impose de plus en plus.
Comment est-ce que Haïti, qui se trouve dans une situation chaotique, et quand on compare la situation d'Haïti, on voit que ce n'est pas trop différent de certains pays d'Afrique, comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, etc. Donc, on se demande comment est-ce que Haïti, qui se trouve près des États-Unis, à 2 heures de Miami, peut sortir de la domination états-unienne pour tirer profit du changement géopolitique qui se destine. Alors, on se demande comment est-ce que Haïti peut s'en sortir dans une telle situation géopolitique un peu qui change un peu actuellement. Oui, de fait, Haïti aurait tout à gagner à diversifier ses partenaires économiques et politiques, à gagner une marge de manœuvre, à réaffirmer une souveraineté nationale qui aujourd'hui est entravée par les États-Unis. Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis privilégient Taïwan et font pression pour que les rares États qui continuent à reconnaître Taïwan continuent à le faire, mais avec moins en moins de succès, puisque la République dominicaine, le Salvador, le Honduras, ces dernières années, se sont tournés vers la Chine. Et donc voilà, je pense qu'il y a comment se dégager de l'emprise, de l'ingérence états-unienne. C'est une vaste question, mais qui est structurelle. Je pense qu'il faut à la fois aussi miser plus près sur un régionalisme latino-américain, donc le pouvoir convergent d'États latino-américains, mais comme un continent. Et ça, malheureusement, on voit que ça reste fragile. L'Organisation des États-Amériques reste très largement alignée sur Washington. Il n'y a pas de voie commune ou de voie continentale qui se dégage, qui marque un discours de solidarité avec Haïti qui se démarquerait des États-Unis. Cela manque. Maintenant, la Chine est la troisième partenaire de Haïti. Haïti gagnerait en effet à avoir une assise plus forte dans ses relations avec la Chine et avec d'autres pays, notamment latino-américains, etc. Mais je pense que les ressorts de l'indépendance ou de la lutte contre l'ingérence, ils sont d'abord internes, c'est-à-dire qu'il faut diversifier l'économie haïtienne, renforcer la production locale, notamment la production alimentaire, ce qui suppose de renforcer la paysannerie, ce qui suppose aussi c'est de se dégager de la mainmise de l'oligarchie haïtienne qui ne produit rien, qui est uniquement dans l'import-export, et d'avoir aussi une stratégie, un plan national, une politique de souveraineté économique, politique, culturelle, qui mise sur cette indépendance, parce que sinon, Haïti peut multiplier les partenaires économiques, avoir plus de liens avec la Chine, mais elle sortira toujours dépendante, parce que ses structures sa structure de production, son économie est très dépendante, et donc elle est piégée dans une forme où Haïti finalement ne peut offrir que des biens basiques, essentiellement aux États-Unis, faits par une main-d'œuvre bon marché, parce que les cadres, les personnes qualifiées quittent le pays, vont travailler aux États-Unis et au Canada, et parce que l'élite locale n'est pas intéressée à une production nationale, elle s'intéresse plus à importer, exporter des affaires, mais pas à construire un espace national de production alimentaire, de distribution, etc. Donc c'est vraiment d'abord remettre en place une économie ou mettre en place une économie au service de la population, et ensuite se tourner vers des partenaires étrangers, diversifier et ses partenaires et l'économie nationale. Oui, alors vous venez, en fait, j'ai noté, vous venez de parler de l'OEA, l'Organisation d'États américains, donc dans lequel en fait Haïti en fait partie. Donc, en réalité, vraiment, on a l'impression en Haïti que de plus en plus, l'Organisation des États américains, c'est une sorte de caisse de résonance des États-Unis, comme c'est fait avec l'ONU. Parce que récemment, en fait, je pense que vous avez vu dans les médias, il y a un canal qui s'est construit en Haïti, où en fait, les Haïtiens en fait, ont décidé de prendre une prise sur une rivière qui est partagée par les deux pays, la République dominicaine et Haïti. Mais malheureusement, en Haïti, en fait, dans la région, on va dire en Amérique, on a l'impression qu'il y a seulement Cuba et Venezuela qui sont deux pays qui prennent position pour Haïti.
Et quand on regarde dans les médias, on voit la plupart des pays de l'Amérique latine, et ils prennent plutôt position contre Haïti et en faveur de la République dominicaine. Donc, on a l'impression qu'en Amérique, nous sommes un pays vraiment, à part Cuba et Venezuela, c'est un pays délaissé, c'est un pays un petit peu méprisé par les autres pays de l'OEA. Je me demande, est-ce que, vu que Haïti faisait partie de l'Afrique, en fait, de l'Union africaine en 2011, mais on allait nous chercher 4 ans après, on nous a mis à l'extérieur. Je me demande, est-ce que maintenant, ce ne serait pas vraiment intéressant pour Haïti, même si nous serons toujours dans l'OEA, mais est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant de renouer, le lien avec l'Afrique en redemandant encore aux pays africains. Je ne sais pas si en fait ça vous dit quelque chose. Comment vous pensez en fait une relation ou un renforcement de lien d'Haïti et l'Afrique en 2023 et comment voyez-vous cela, Monsieur Frédéric? Oui, alors c'est aussi une vaste question. Je suis pas un spécialiste, donc je vais en parler avec recul, avec donner sûrement des éléments de réponse. D'abord, je pense que pour revenir je pense que historiquement, il y a une injustice parce que à Haïti, la révolution haïtienne a une importance mondiale, mais aussi évidemment par rapport à l'anticolonialisme, l'anti-esclavagisme, et elle a vraiment une onde de choc importante et pour l'Afrique et pour l'Amérique latine aussi en termes de soutien au processus de révolution nationale au cours du 19e siècle. Donc, l'injustice, le fait qu'il y ait eu un ensilencement, qu'on n'ait pas parlé, qu'on ait effacé la révolution haïtienne, malheureusement, se reproduit aujourd'hui. Au sein de l'OEA, je pense qu'on a un petit coin positif. Je trouve que le gouvernement colombien se distingue un peu des autres gouvernements, au moins en parole vis-à-vis d'Haïti. Mais on est face à une organisation régionale, l'OEA, qui traduit la division des pays, le manque de régionalisme et malgré tout le poids prépondérant de Washington dans la région, ce qui fausse un peu les liens entre les pays, entre les gouvernements. Maintenant, je pense aussi qu'il faut faire attention, distinguer les liens entre gouvernements et les liens entre les populations. Souvent, les gouvernements ne représentent pas entièrement des effets de solidarité de population à population qui ont pu se marquer en dehors du Venezuela, de Cuba. Mais en effet, le fait que je pense que c'est plus un marqueur, le fait qu'il n'y ait pas ce régionalisme fort, que ce soit pour la crise autour de la rivière Massacre en Haïti ou la crise à l'époque de la migration, crise au Venezuela, l'incapacité de l'Amérique latine en tant que continent de parler d'une seule voix, d'essayer d'arbitrer ces conflits. Et voilà, c'est aussi un marqueur, l'OEA est aussi un marqueur de ces divisions internes, de cette difficulté de parler d'une seule voix. Je pense qu'Haïti a une double identité ou de multiples identités, une identité latino-américaine et une identité nationale. Il a aussi une identité africaine et donc elle pourrait aussi jouer sur cette voie-là. Maintenant, je pense que malheureusement, les problèmes qu'on trouve au niveau de l'OEA, on va le retrouver au niveau de l'Union africaine, que le Kenya présente son éventuel envoi de policiers en Haïti comme une forme de solidarité sud-sud. Est très hypocrite, ça ne correspond pas du tout à ça. Et donc, il y a aussi un manque de solidarité de gouvernements africains donc, qui pourraient manifester autrement à l'ONU une position en se démarquant au moins des États-Unis, en critiquant, en tentant d'appuyer d'autres solutions avancées que celles imposées par Washington et malheureusement l'ensemble des pays s'alignent là-dedans. Donc oui, politiquement, il y aura un intérêt aussi à jouer cette carte-là, mais on ne se le rend pas parce qu'on voit à l'heure actuelle que malheureusement, pas plus les pays africains que les pays latino-américains ne sont à la hauteur de l'exigence de la crise actuelle et de la nécessité d'apporter une solidarité et que cette nécessité-là, cette exigence, même si elle est insuffisante, elle s'exprime plus
au niveau de population en Afrique, en Amérique latine, y compris en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui témoignent beaucoup plus de solidarité envers Haïti que leur gouvernement. Malheureusement, ils n'ont pas encore assez de force pour renverser les politiques mises en place au sein de ces mêmes gouvernements. Merci. Merci, M. Frédéric. Donc, je pense qu'on va mettre un terme à notre entretien. Mais juste avant même un message au peuple haïtien, vu que ça, en fait, ça tient un petit peu l'actualité de nous. En fait, pour l'instant, il y a un ancien chef rebelle, en fait, un ancien sénateur aussi, qui s'appelle Guy Philippe, qui vient toujours de libérer. Donc, on ne pouvait pas terminer l'interview sans ne pas dire un petit mot. En fait, je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu, en fait, les nouvelles. Alors, on se demande pourquoi les États-Unis ont décidé, en ce moment-ci, en cette période-ci, en fait, pourquoi ils ont décidé de libérer Guy Philippe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de planifier pour Haïti, vu que nous n'avons aucune institution pour l'instant, aucun pouvoir, disons mieux. Il n'y a pas le pouvoir législatif, exécutif et même judiciaire presque. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une cohérence entre cette décision et ce qui se passe en Haïti pour l'instant? Je ne le pense pas, je ne crois pas. Maintenant, il faut se rendre compte que Guy Philippe, c'est la personne visible, mais plusieurs personnes impliquées dans des actes violents aux États-Unis qui étaient haïtiens ou d'origine haïtienne ont été expulsés vers Haïti dans la situation actuelle. Donc, pour les États-Unis, c'est plutôt une politique migratoire très dure de renvoi de tous les Haïtiens et une incohérence totale, parce que même s'il n'y a pas de stratégie derrière le renvoi de Guy Philippe, le fait de renvoyer quelqu'un comme cela en Haïti dans la situation actuelle, au vu du déficit complet de la justice et surtout du manque de volonté, parce qu'on parle beaucoup de manque de moyens de la justice, etc., mais le principal problème, c'est qu'il y a une volonté politique d'assurer l'impunité, de ne pas lutter contre l'impunité. Donc, le renvoyer des personnes impliquées dans des activités criminelles, de les renvoyer vers Haïti, alors même que ces personnes ont été impliquées pour leur lien avec les bandes armées, c'est à la fois un signe très négatif et ça complique toujours un peu plus une situation dont les États-Unis sont en partie responsables, qui prétendent vouloir régler en compliquant un peu plus, notamment à travers ces renvois-là, mais aussi à travers le soutien au gouvernement non élu, impopulaire et régulièrement accusé pour ses liens avec ces mêmes bandes armées qui sèment la terreur en Haïti. Un message pour le peuple haïtien, M. Frédéric? Un message de soutien, de reconnaissance envers tout ce qui a été fait, toute la lutte qui a été menée. Je pense que malheureusement, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est aussi une réponse au soulèvement populaire de 2018-2019, où les Haïtiens et les Haïtiennes étaient sortis en masse dans la rue pour un changement, pour finir avec ce cycle de dépendance, d'impunité, d'ingérence. Et malheureusement, la réponse à cette soif de changement, de liberté, de dignité, ça a été la répression, l'utilisation des bandes armées. Et donc, je n'oublie pas, voilà, que cette soif reste là et qu'il n'y a pas d'autre solution que de miser encore et toujours sur le peuple haïtien, sur les organisations sociales haïtiennes pour un changement, pour sortir de cette crise. C'est eux et elles qui ont la clé et personne d'autre. Et donc, voilà. Donc, il y a à ne pas oublier que malgré la faillite complète de la communauté internationale, en deçà de cette faillite, il y a des hommes et des femmes qui continuent à soutenir Haïti et qui continueront à le faire aussi bien ou aussi mal que le peuple, en espérant qu'on arrive à renforcer ce soutien, cette solidarité. Merci beaucoup, M. Frédéric. Merci de nous avoir disposé ce temps et on espère vous voir une prochaine fois pour une autre interview. Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Souhaitez regarder vidéo ça jusqu'à présent, sûrement c'est parce que l'interview a des intéressants. Nous avons un grand merci pour ça. Nous avons annoncé bientôt, nous avons deux autres interviews très importantes que nous avons pour nous faire. Une avec une personnalité publique très connue en Afrique, qui relève à l'Infoca, qui est en pile haïtien connaît. Et l'autre avec ambassadeur de la Fédération de Russie accrédité pour Haïti, M. Sergei Melik Bagdasarov. Dans l'interview, nous allons échanger sur certains sujets comme insécurité en Haïti et dans quelle mesure que la Fédération de Russie prête pour supporter Haïti pour résoudre le problème d'insécurité que nous avons la CAINO.
Sous son monde qui peut abonner avec Chanel Nuyo, communauté PIS et Dieu Vincent Zedonné, n'a profité mando pour faire ça konya pour pas rater interview ça lorsqu'il est sorti. Une autre fois encore, n'a besoin un grand merci parce que vous regardez vidéo ça. À la prochaine.